Oui, je veux bien. C'est pour ça que dans un premier temps, je vais parler de rapport à la nature, enfin de nos rapports à la nature, de quelle manière nous on aborde, on approche en fait cette nature. Et puis, dans un deuxième temps, ça sera Véronique Mathéus qui parlera plutôt de se reconnecter à la nature et donc des initiatives qui sont prises par le Moulin Nature à Lutterbach. Donc, quand on parle de nature, c'est vrai que dans nos pays occidentaux, si on revient en arrière, souvent, quand on parle, on pense aux différentes contes, légendes qui ont nourri un peu nos enfances. Aller dans la forêt, c'était quelque chose d'assez pas merveilleux, c'était plutôt l'inverse en fait. On pouvait toujours rencontrer le loup, on pouvait rencontrer des malfaisants, donc finalement on avait peur d'aller dans la forêt. Or aujourd'hui, le rapport est complètement différent, ce qu'on va développer tout de suite. Donc, dans un premier temps, on a toujours parlé, parce que c'est vrai que depuis que cette année, l'année dernière, on a fait beaucoup d'études sur le renforcement de la nature, enfin ce qu'on appelle la nature dans la ville, et donc notamment en montrant les services écosystémiques que rendait la nature ou la biodiversité en fait à la ville. C'est vrai qu'en fait on peut s'approvisionner, enfin, il y a la production, on peut se nourrir, ça permet aussi dans le centre-ville d'avoir plus de fraîcheur et c'est ensemble. Mais finalement, on parle de ce que apporte la nature à l'humain et donc le bénéfice qu'en a l'humain pour son bien-être, se nourrir aussi et pas nécessairement ce que nous on peut apporter à la nature et de quelle manière on peut la reconnaître et en tout cas lui donner toute son importance alors que certaines civilisations vivent en fait avec la nature et sont vraiment à égal et égal. Je vous ai pas mis ce petit reportage parce que ça va être compliqué quand on est en visio, mais quand on prendra les matinales en fait en présentiel, ça sera plus facile. Mais il y avait un petit reportage qui montrait que des personnes en fait vivant dans des communautés dans le nord de l'Amérique, quand ils allaient dans la forêt, ils demandaient à la forêt de pouvoir s'introduire dans cette forêt. Et puis donc il y avait un lien en fait vraiment d'égal à égal. Actuellement, c'est pas tout à fait le cas, mais maintenant on profite quand même d'autant plus des espaces naturels. Et c'est surtout en fait ça, on en tire des bénéfices dans différentes formes, notamment sur les aspects santé. Maintenant, on utilise les espaces naturels, les espaces qu'on a aussi en ville, hein, parce que ce n'est pas que les espaces forêts, prairies, etc. Il y a aussi les espaces qui sont importants en centre-ville, avec des parcs où on peut avoir une activité physique. Alors que ce soit des jeux pour les enfants, mais ça peut être aussi l'espace sportif. Et puis, effectivement, de se retrouver dans un milieu pour faire du sport entouré d'arbres, ça a un aspect en fait assez important, notamment, on en a parlé dernièrement aussi par rapport au Covid, ou de se retrouver en pleine nature, marcher en pleine nature, a un aspect beaucoup plus immunisant que de se marcher dans un milieu urbain très dense, ou en tout cas ou très minéral qui n'apporte pas aussi des éléments de bien-être que pourrait apporter un espace plus verdoyant en fait dans un espace public. Donc voilà les quelques exemples d'éléments que l'on peut avoir. Donc effectivement ça a un certain aspect sur la santé, enfin en tout cas ça apporte un apport important le bien-être, mais que ça soit physique. Et j'y arriverai, mais c'est pas ça. Et la santé mentale, voilà. Désolée, la manipulation ne se fait pas toujours très bien. Donc, la santé mentale, c'est effectivement ce qu'on pouvait développer davantage aujourd'hui,
puisqu'on a déjà parlé quand même les bien-être des espaces publics par rapport à l'activité que l'on avait. Et donc, effectivement, la santé physique est importante dans la ville, mais la santé mentale était aussi un élément important à mettre en avant. Alors, on sait effectivement, maintenant, on est abreuvé en fait d'images de personnes qui embrassent les arbres, d'images de personnes qui font du yoga, le repos, etc., en pleine nature. C'est des éléments qui sont importants. Effectivement, ça augmente en fait l'état de bien-être. On peut se dire aussi qu'on est peut-être plus en sécurité au milieu des arbres qu'on l'était auparavant. Et puis, il y a un élément aussi important aussi, c'est de se retrouver, et ça c'est pour l'idée d'avoir un apprentissage de la nature qui est différent aussi, quand on est imprégné complètement dedans, ou alors qu'on a vraiment un rapport très tactile aussi avec la nature, ce que développera Véronique par la suite. Donc, c'est vraiment le côté, on est à l'intérieur de la nature et puis on peut avoir vraiment ce côté tactile aussi par la suite qui permet de mieux appréhender en fait cette nature au quotidien. Alors, maintenant, on développe de plus en plus justement des espaces de biodiversité ou ce qu'on va dire naturels, et notamment dans des centres hospitaliers. Donc, l'exemple que je vous montre, parce que c'est vraiment le lien entre la santé mentale, physique, avec la biodiversité en milieu vraiment urbain. Donc, l'exemple du jardin thérapeutique de l'hôpital de Nancy, qui est vraiment a été conçu pour pouvoir être partagé avec l'ensemble, qui est ouvert sur le public aussi, enfin sur le domaine public. Ce n'est pas un jardin fermé, c'est un jardin qui est vraiment ouvert sur le domaine public. Et donc c'est un jardin où il se passe, il y a des sculptures, il y a de la végétation, il y a de la couleur, enfin il y a des éléments un peu différents pour activer un peu tous les sens des patients. Et il y a même des représentations un peu théâtrales, artistiques au sein de ce jardin pour le bien-être des personnes qui y résident, sachant aussi qu'il y a eu différentes enquêtes dans des hôpitaux en Angleterre où finalement avoir ces lieux de bien-être n'était pas nécessairement uniquement pour les patients, mais que les soignants en bénéficiaient aussi et que ça apportait aussi des éléments de bien-être au travail qu'on le préconise en fait de plus en plus, et que ça apporte aussi une certaine sérénité dans ces différents lieux. Alors, d'autres éléments que l'on découvre de plus en plus et qui se mettent en place, en tout cas se développent, donc notamment les écoles de forêt ou de plein air. C'est l'exemple que je vous montre, c'est l'école de la forêt de Marsac, qui s'est développée il y a pas tellement longtemps. Alors, c'est des écoles qui existent depuis bien longtemps, notamment au Danemark, mais qui sont peu développées et qui recherchent. L'idée, c'est vraiment que les enfants puissent être autant dans la forêt ou en plein air, et c'est vraiment les classes de plein air. C'est pas uniquement de se retrouver dans une sortie une fois par semaine, c'est avoir vraiment des cours en plein air, et donc pouvoir autant apprendre les mathématiques et le français dans un espace complètement ouvert et pas fermé tel qu'une classe. Et donc, ça apporte aussi une connaissance différente et surtout aussi un développement des enfants qui apporte en fait quelque chose de plus notamment par rapport à l'apprentissage. Un autre exemple aussi, qui est sur les espaces publics plus sensibles. Alors, je parle de plus sensibles parce que ce sont des espaces de ressourcement. Donc, ça, c'est la ville de Rennes et donc l'agence de Rennes qui a travaillé sur ce sujet-là. Donc, c'était intégrer la santé et les usages dans les projets urbains.
et donc avoir une valeur des espaces urbains avec une connotation de ressourcement. Donc, de quelle manière on peut se ressourcer, donc quels sont les lieux et les moyens que l'on peut se donner pour avoir une manière de se dire, bah, tiens, je vais me promener, je prends un bol d'air à un moment donné, je peux m'asseoir à un endroit et avoir un espace beaucoup plus tranquille et donc pour apaiser peut-être une situation à un moment donné. Enfin voilà, on sort de son bureau, on peut aller s'aérer et contempler aussi, parce que ça fait partie aussi du ressourcement de pouvoir contempler des espaces un peu dénudés, enfin, ou l'espace, voilà, que ça soit quelque chose qui apprenne à appréhender la nature de manière différente. Donc là, c'est les éléments un peu, enfin, j'ai brossé un peu les éléments de manière assez rapide. Et de toute façon, l'idée était vraiment de donner la parole à Véronique Mathius sur ses expériences qu'elle a, notamment sur l'approche de la nature avec les communes et puis avec les scolaires. Et donc, on va passer directement la parole à Véronique Mathius. Et ce que j'avais juste mis en avant, mais c'était aussi le rapport que peut avoir une famille par rapport à la nature, et notamment le film Capitaine Fantastique, où je ne vous ai pas mis d'extrait non plus parce que la vidéo ne passe pas bien, mais c'est vrai que c'est aussi de se dire, alors on n'est pas obligé de tous vivre comme ça dans la forêt et d'être complètement en dehors, mais en tout cas, cette approche-là aussi est intéressante et je pense que Véronique pourra rebondir dessus. Je fais juste un petit aparté puisqu'on a une personne qui est arrivée sur le chat. Nous, en fait, on ne voit pas le chat depuis notre visio, mais c'est pas grave. Une personne qui est sylvothérapeute. Et tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Catherine. Et notamment, nous demandons l'accord de la forêt avant d'y pénétrer. Une approche de la nature par les 5 sens, c'est l'approche de la sylvothérapie. Voilà, merci pour ces commentaires. N'hésitez pas si vous avez des remarques. Enfin, partager avec les autres participants face au webinaire. Eh bien, merci Catherine. Alors, moi, je voulais justement prendre un petit temps pour faire ces points-là. Donc, tu as commencé, mais je vais juste compléter, rajouter quelques éléments qui, pour moi, sont des stimulants. Enfin, voilà, c'est une méthode, je pense que c'est ce qu'on applique à peu près tous au niveau professionnel. C'est-à-dire que pour agir et pour donner du sens à nos actions, souvent, il nous faut des constats. C'est pour ça qu'on a des agences comme les vôtres pour nous faire réfléchir, pour nous faire prendre des éléments concrets, tangibles. Voilà, avoir ce mélange de données froides, objectivées, de données chaudes qui sont plus voilà, des rencontres, des échanges, des observations qu'on peut faire nous à travers nos métiers. Et donc, ce qu'on appelle, enfin, ce dont tu parles, Catherine, c'est quelque chose qui a été conceptualisé là depuis pas mal d'années par des chercheurs. Vous avez sans doute remarqué qu'en ce moment, si vous tapez rapport à la nature sur France Inter, France Culture, vous trouverez une tonne de podcasts, tous plus intéressants les uns que les autres, mais ça va dans le domaine de la philosophie, ça va dans le domaine évidemment de l'urbanisme. Enfin, vraiment, on sent que là, la question du rapport homme-nature, elle se pose depuis quelques années très profondément dans la société. Et d'autant plus, évidemment, qu'on est face à cette question de l'urgence climatique. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on a fait un porteur-parole avec des élus à Fashtat il y a 15 jours et samedi, enfin, après-demain, on en fait un à nouveau à Butterbach. Donc, on a rencontré à peu près entre 40 et 50 personnes. Et la question, c'était, face à l'urgence climatique, quelles sont les priorités ? Et c'était hyper intéressant parce que c'était assez ouvert comme question. On s'était dit, bon, on aura forcément des climato-sceptiques. On s'est posé vraiment, pas à côté d'une biocoop, mais plein centre de Fashtat. Et c'était hyper surprenant parce qu'en fait, on a eu, personne n'a remis en question le fait du réchauffement climatique. Je pense qu'on a vraiment fait une bascule. C'est-à-dire que, voilà, les gens, c'est bon, là, le GIEC, enfin, la vulgarisation quand même de ces rapports-là, de ces études-là, ancre chez les citoyens vraiment cette idée que, OK, là, il y a un truc qui est en train de se passer. Alors, c'est à la fois flippant quand même, faut pas oublier, mais
il y a vraiment un désir. Alors, moi, j'ai été très étonnée de voir des gens qui ont vraiment des pratiques hyper intéressantes et hyper avant-gardistes. Enfin, il me semble en tout cas, pour nous qui sommes quand même dans ce monde de l'écologie, avec des pratiques quotidiennes, voilà, qui limitent les pollutions au maximum. Et puis des gens qui sont prêts à faire des pas vers ça, mais qui ne savent pas comment. Et qui s'interrogent aussi sur le fait que est-ce que ça se passe au niveau des citoyens ou est-ce que ça se passe à l'échelle des entreprises, des États ou des villes. Mais je développerai ça un peu plus tard. Ce que je voulais dire, c'est que donc, de ces études, il ressort aussi dans le monde de la neuroscience quand même, et ça rejoint la réflexion du sylvothérapeute, mais avant même de parler voilà, de la relation homme-nature, on constate quand même que pour des adultes ou des enfants, être dans une pièce avec des couleurs de peinture, des matières qui sont quand même assez limitées. L'air qu'on respire, les odeurs, etc. sont assez limitées. Hein. Il y a nos odeurs corporelles, l'odeur éventuellement des produits qui ont été utilisés. Alors que, évidemment, au milieu naturel, c'est décuplé. Voilà. Visuellement, au niveau sensitif, et vous savez que le cerveau est très plastique. Donc, évidemment, voilà, les neurosciences disent que c'est beaucoup plus stimulant pour les enfants en termes d'apprentissage que d'avoir des immersions comme ça dans la nature. Ce qui n'empêche pas de travailler des maths, du français, enfin nous en tout cas c'est ce qu'on fait. Et donc c'est aussi un argument qui est quand même hyper intéressant. Voilà. Il y a aussi quelque chose que je voulais rajouter, c'est le cadre de vie, c'est l'importance aujourd'hui pour les citoyens qui a été énormément renforcée par ce confinement, mais qui est cette pollution sonore et visuelle. Voilà. C'est-à-dire ce besoin quand même de pouvoir marcher, ne serait-ce que pour aller à la boulangerie qui est à 100 mètres, c'est pas du tout pareil que de marcher sur un trottoir sans aucun arbre, avec des voitures qui roulent sans cesse, que d'avoir un chemin enfin, voilà, avec quelques arbres, peut-être moins de voitures, enfin, des voitures qui roulent moins vite, etc. Ça a vraiment une incidence sur nos appréhensions, le stress, etc. Il y a quelque chose aussi de très intéressant au niveau des villes et des villages. C'est ce que moi je note comme intergénérationnel, pardon, ce qui tourne autour des savoirs naturalistes, c'est-à-dire les connaissances qu'on a de la nature, qui sont quand même aujourd'hui, on le voit vraiment liées à des générations. Nous, on a monté un dispositif qui s'appelle La nature près de chez moi. On l'a mis en place avec M2A suite au confinement et l'été dernier, on s'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était pas gagné de pouvoir partir en vacances. Et les gens, on savait, allaient rester sur place. Enfin, beaucoup en tout cas. Et du coup, on s'est dit, purée, mais il faut qu'on développe l'idée de balade autour de chez soi et de connaissance des espaces naturels autour de chez soi, de valorisation du patrimoine naturel qui se trouve à proximité. Et du coup, on a... alors, c'est hyper malin, enfin, parce que ça touche plein d'objectifs. À la fois, du coup, on fait une action pour chacune des communes, il y a une sortie. Donc, on valorise chacune des communes avec son patrimoine naturel. Et du coup, ça invite aussi la commune à se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai en fait sur mon territoire qui puisse être intéressant? Qu'est-ce que j'ai comme biotope? Biotope, c'est voilà, est-ce que j'ai une forêt, est-ce que j'ai une prairie, est-ce que j'ai une prairie sèche, est-ce que j'ai une mare, est-ce que voilà. Et c'est vraiment super intéressant parce que nous, on organise ces rendez-vous, ça dure en général 2 heures, il y a un animateur professionnel nature qui y va, mais on essaie de coupler ça avec un bénévole, enfin quelqu'un du territoire qui a une connaissance historique ou naturelle voilà, de la faune, de la flore, etc. Et c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que souvent, il y a quelques jeunes, évidemment, moi, dans mon équipe, il y a plein de jeunes, mais il y a vraiment une coupure. C'est-à-dire que même dans les milieux périurbains, voire ruraux, on voit des jeunes, des enfants qui sont des enfants qui sortent. Enfin, voilà, ils ont des maisons avec jardin, enfin, avec un grand espace de nature où ils ont la forêt à côté de chez eux, mais nommer les arbres, les distinguer, les différencier, leur donner un nom, nommer les oiseaux, nommer les fleurs, etc., c'est pas évident, quoi. Et là, on a vraiment eu une coupure. Évidemment, ça pose du coup la question de notre rapport à la nature et de la connaissance qu'on a de la nature. Voilà. Et là, je vous invite juste à, s'il y a une entrée philosophique qui est hyper intéressante actuellement, c'est Baptiste Morisot, qui est un héritier d'Escola, que vous connaissez peut-être
mieux. Et Baptiste Morisot, ce qui est intéressant, c'est qu'il pose la question de la distinction entre homme et nature qu'on fait sans cesse, hein, même nous, voilà, et qui remet l'homme en fait dans la nature et qui le distingue pas et qui dit mais on est juste un être vivant comme la sauterelle, le singe ou le ver de terre, quoi. Voilà. Et du coup, ça repose aussi notre question de l'altérité et de la différence. Voilà. On est souvent focalisé sur les différences culturelles. Et voilà, et on a souvent des grands débats sur le racisme, etc. Mais ce qui peut être super intéressant, c'est de de se décentrer et de se poser la question de l'altérité dans le monde du vivant, voilà, de façon plus générale. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet aussi hyper intéressant sur les questions de citoyenneté et voilà, d'action aussi en milieu scolaire. Enfin, en tout cas, nous, on y réfléchit. Et je voulais juste rajouter aussi quelque chose sur ton introduction, c'est sur l'organisation, notamment en milieu urbain, mais même à la campagne, notamment des espaces qui sont offerts aux enfants et aux familles. Et on voit vraiment une dérive qui est hyper sécuritaire, hyper protectrice. Il y a des architectes qui ont fait un article il y a quelques années, alors je pourrais vous donner toutes les références que je les ai à mon bureau, et qui parlait des parents hélicoptères, en fait, de cette société hélicoptère qui veut toujours voir ce que font les enfants et qui ont toujours peur que les enfants se blessent. Et donc, vous voyez, on met tous maintenant dans les parcs des trucs anti-sol qui rebondit, etc., etc. Et en parallèle, il y a des études qui disent que les enfants se blessent beaucoup plus, qu'on a des os fragiles. À Marseille, il y avait une étude qui montrait que les gamins des quartiers, parce qu'ils s'alimentaient mal, parce qu'ils n'avaient pas de pratique physique, avaient des fractures beaucoup plus fréquentes. Voilà, on a quand même notre résistance pour des jeunes des années 80 et aujourd'hui a vraiment baissé aussi. Voilà. Enfin, il y a vraiment plein d'éléments très tangibles. Et l'organisation des parcs de jeux, etc., elle permet ce regard permanent qu'on a sur les enfants. Et à Lyon, ils avaient monté des grands tuyaux où les enfants pouvaient en fait être cachés pendant de longues minutes. Et ça avait vraiment posé débat avec les familles qui flippaient, en fait, qui disaient mais c'est super dangereux, moi je vois pas mon enfant, etc. Voilà. Et ça, c'est vraiment aussi une entrée intéressante. Et c'est comment, du coup, on arrive à mener des actions dans l'espace urbain, mais enfin, quand je dis urbain, c'est aussi dans les villages, hein, qui permettent de nouveau de trouver un équilibre en fait entre la vie quotidienne et entre un souhait, je pense, qui est devenu vraiment présent chez les citoyens d'avoir une ville agréable, désirable. Voilà. Et évidemment, ça pose aussi ces questions des jardins. Je ne sais pas si vous suivez l'actu là, des jardins, je crois que c'est à Aubervilliers, où en ce moment, il y a des squats en fait, de jardins familiaux, parce que pour les Jeux Olympiques, on doit raser certains jardins familiaux. Et là, il y a carrément une ZAD qui s'est créée dans des jardins familiaux. Et c'est intéressant quand même de se poser ces questions-là et de voir comment ces jardins familiaux qui ont été très à la mode, puis très délaissés, et puis de nouveau qui sont réinvestis. Mais en parallèle, on voit bien que les critères d'attribution, il y a encore beaucoup de travail. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un président de jardin familial qui me disait « Oh, moi, j'ai des demandes de mamans seules avec des enfants. » Je leur dis non, hein, parce qu'elles n'y arriveront jamais. Hein. C'est trop grand pour elles, hein, c'est pas possible et tout ça. Et du coup, mais voilà, simplement en discutant, je dis « Mais peut-être que cette parcelle-là, pour la proposer à 2, 3 familles monoparentales qui pourraient s'entraider. Et ce qui peut être super, c'est que justement, les enfants, ça leur fait aussi un espace pour jouer. Et peut-être que c'est pas grave si tout le jardin n'est pas cultivé. Voilà. Mais dans la perception qu'on a de la nature et de l'aménagement de la nature et de la maîtrise qu'on a de la nature, on l'a vu dans l'évolution des espaces verts, mais on le voit aussi dans ces espaces-là où pour certains gérants, enfin organisateurs de jardins familiaux, c'est juste pas possible de ne pas avoir un truc au cordeau, quoi. Voilà. Voilà, et c'est assez intéressant. Du coup, je vous donne des exemples concrets de projets qu'on a menés. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? J'ai mis sur le chat l'orthographe de Baptiste Morisot et notamment donc notre Christelle, qui est notre sylvothérapeute, a précisé le livre Renouer avec le vivant, qui est très intéressant et éclairant. Donc j'ai basculé ça sur le chat. Voilà. Maintenant on voit le chat depuis notre salle. Ah oui, super, super.
Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des précisions, ou des remarques. C'est vrai que c'est bon, c'est pas toujours évident en visio, mais peut-être juste sur l'approche psychomoteur, on parlait des parcs, mais hier j'avais un animateur qui revenait d'une des balades de la nature près de chez moi et qui m'expliquait qu'il y avait beaucoup de personnes, je ne sais plus si on dit du troisième âge ou les seniors. Des seniors, Les voilà. seniors. Des seniors, ouais, c'est bien. Plus je m'en approche, plus je réfléchis comme à la sémantique. Et qui disait qu'en fait, c'était super parce qu'on parle souvent de rapport psychomoteur pour les enfants, mais on oublie que pour les seniors, mais c'est super. Et donc, et ben voilà, l'animateur les a emmenés un peu en excursion, il fallait passer sous des branches, lever les jambes, grimper, etc. Mais sans avoir pensé du tout ça comme objectif. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que les seniors m'ont dit, purée, mais on était comme des gamins, ça nous a fait tellement du bien de rendre ce corps vivant et en même temps d'apprendre des choses sur la nature, d'observer, de voir différemment, de créer aussi du lien, du collectif, parce que là, les gens se retrouvent. C'est vraiment, je trouve que la nature près de chez moi, c'est vraiment quelque chose d'assez simple à mettre en place. Et je trouve ça tellement... ça coche plein de cases, quoi. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui sont dans d'autres villes, mais c'est vraiment un exemple intéressant. Alors, je sais pas, on pourrait peut-être mettre juste l'affiche pour montrer à quoi ça ressemble un programme, parce que finalement, c'est assez léger à organiser. Alors, sur le bureau, peut-être, c'est ça. Sur le bureau. Oui, alors, je vais peut-être libérer le lien. Eh bien, je sais pas. Bon, voilà. Bon. En tout cas, je vous invite. Là, non, non, j'ai vu que c'était l'autre photo, c'est autre chose. Je vais lancer ça. Ça va être autre chose, ça fait rien, ça fera un lien. C'est la surprise. Non, ça pas. Je sais pas comment je reviens. Je vais la fermer. Ok. C'est pas grave. Alors, donc, la nature près de chez moi, vraiment, si vous tapez sur Internet, je vais enchaîner sur autre chose. C'est un ensemble de sorties qu'on a mis en place avec M2A et la petite Camargue. Voilà, c'est 2 heures et 2 heures pour chacune des sorties. Il y a 39 communes à M2A, on fait 39 sorties. Et ça commence fin juin et ça finit mi-octobre, il me semble. Alors là, sur septembre, on a eu une baisse de fréquentation, mais sur l'été, c'était vraiment très fort, avec en moyenne 15-20 personnes, et c'était très, très chouette. Voilà, je le dis juste, ça peut être des exemples sympas. Un autre projet qui est intéressant qu'on a mis en place, qu'on est en train de mener, c'est un accompagnement de 2 villes qui s'appellent Lutterbach et Fachstadt. Donc, de Lutterbach 6 000 habitants, Fachstadt 10 000 habitants. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est le résultat d'un porteur de parole. Un porteur de parole, c'est on se pose dans la voie publique avec une question qu'on a définie en réunion entre élus et nous qui animons la démarche. Et la question, c'était face à l'urgence climatique. Nous, s'il vous plaît, nous on voit encore votre écran où vous recherchiez vos dossiers tout à l'heure. Ah bon, d'accord. Et ben, comment on fait ? On voit l'écran de la salle virtuelle AURM. Ok. Je ne sais pas comment. Est-ce que tu arrives à désactiver le partage ? Attendez, peut-être si je fais ça, c'est bon ? C'est bon, merci. Voilà, donc ça c'est... Alors, le principe est simple, on arrive avec un grand panneau, une question posée et on était 4, 2 élus et 2 animateurs du moulin et on arrivait vers les gens, alors voilà, et on les interpellait sur la question et en fait les gens c'est super, ils ont hyper envie de discuter et de l'échange naît à un moment donné évidemment une pépite, voilà, une phrase qui nous paraît respectueuse aussi de la pensée de la personne et qu'on note. Et on note le prénom et l'âge de la personne. Et on accroche ça sur une corde. Et du coup, ça attire les gens qui viennent juste lire, qui n'osent pas parler. Et puis, petit à petit, elles s'enchaînent. Et on a vu, je vous dis, entre 40 et 50 personnes. On a débriefé ça avec les élus. Et c'était super parce que les élus disaient, mais pour nous, c'est vraiment une manière d'aborder les gens qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. C'est vrai. Et donc là, on refait ça à Lutterbach. Et on a changé la question.
Je vous la donne en prime time. Mais c'est intéressant, c'est en quoi la ville peut être écolo et sexy. Voilà. Alors, on a hésité sur le mot sexy, on s'est dit désirable, etc. Mais en fait, les gens ont dit, ouais, c'est bien, ça provoque un peu et tout ça, pour justement inciter les gens aussi à voir l'écologie peut-être autrement que comme quelque chose de frustrant, cet effort difficile, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des manières de penser la ville et notre impact écologique, de le voir de façon plus ludique et du coup peut-être avec plus de coopération, de solidarité. En tout cas, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'évidemment les gens ont plein de propositions et nous, ce qu'on fait à travers ça, c'est qu'on repère aussi des leaders, c'est-à-dire des gens potentiellement qui sont pas repérés dans des assos ou au conseil municipal, voilà, mais qui ont déjà des pratiques ou qui ont envie ou qui sont prêts du coup éventuellement à porter des projets. Ou partager en fait leur expérience. Voilà. Et donc, on a une prochaine étape où on va organiser un forum de la transition pour informer, discuter, débattre. Voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Et une deuxième étape qui sera co-construire. Voilà. Et là, on est en train de réfléchir à une fabrique à projet avec un fonds mutualisé des deux communes pour financer des petits projets stimulés. Je ne sais pas du tout si au niveau temps, je suis bien. C'est bien. Alors, n'hésitez pas à réagir, à poser des questions, hein, parce qu'on peut tenir comme ça. Ouais, non, mais parce que c'est sûr que là, je pourrais. En présentiel, c'est plus facile de réagir, mais n'hésitez pas sur le chat. Hein. Je peux relayer les questions sur le chat, ou les expériences, les idées ou les remarques. Il n'y a pas de souci. J'enchaîne sur un autre projet. Oui, allez-y. Alors, soit l'école, soit une friche dans un quartier. Les deux, peut-être. Alors, pour l'école, est-ce que j'ai quelque chose là? Est-ce que j'ai quelque chose ici? J'ai pas l'école ici. Bon, c'est pas grave. Je reviens peut-être, j'arrête de partager, comme ça vous voyez. Essayer de partager. Alors, sur les projets d'école, on est en train de travailler avec la ville de Mulhouse et c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que, alors, c'est un gros boulot pour nous de, entre guillemets, lobbying, c'est-à-dire de donner des éléments pour faire réfléchir, pour convaincre, pour dire, c'est peut-être le sujet important de cette période pour les citoyens et pour parler de réussite scolaire voilà, donc on a fait ce boulot-là, ça fait 2 ans. Alors le confinement nous a énormément aidés, c'est sûr. Et donc là, on a un vrai programme hyper intéressant qu'on a appelé Enquête de nature. Et en fait, on a fait une expérimentation déjà avec 3 classes. C'est 14 jours d'animation, de classe dehors, dans l'espace de nature à proximité de l'école. Alors évidemment, sur Mulhouse, on peut se dire, oh là là, c'est carrément limité, je sais pas où vous allez aller. Mais en fait, non, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des parcs, il y a des bordures de l'île, il y a les coteaux, c'est un des quartiers les plus verts de France. Enfin, il y a un potentiel et c'est intéressant parce que ça a amené aussi les équipes du service éducation à percevoir l'école, mais les espaces de nature à proximité de l'école. Il y a eu un recensement qui a été fait. Il y a aussi une réflexion pour recenser les cours d'école et envisager la revégétalisation des cours d'école. Moi, j'aime bien dire la débitumisation des cours d'école. Et ça, c'est extraordinaire parce que nous, on travaille en amont. On est sur un projet Kingersheim, on va travailler en amont avec l'école pour que les enfants travaillent avec l'archi et paysagiste pour penser la cour d'école, penser la nouvelle cour d'école revégétalisée et que cette revégétalisation-là, elle soit pensée aussi comme support pédagogique. Et que du coup, la cour, ça devienne une continuité de l'espace pédagogique et que l'enseignant puisse se dire, mais c'est génial parce que là, dans cet espace-là, je sais pas, imaginons un bosquet, des arbres, etc., mais où on a intégré des boîtes loupes, où on peut faire des observations. Voilà. Il y a des exemples extraordinaires de cours qui sont hyper bien pensés et c'est vrai que c'est totalement autre chose que tout simplement de se dire, bon, on met 2-3 arbres histoire de dire qu'on fait un îlot de fraîcheur. C'est là où on peut aller encore plus loin. Voilà. Donc, mon école en transition, ça c'est un projet qu'on fait à Kingersheim et qui démarre.
Et avec l'Agence de l'eau, ça sera une expérimentation. Voilà, je pourrais venir, si vous voulez, dans un an pour vous raconter comment ça se passe. Et enquête de nature, c'est vraiment 14 jours où là, on forme les enseignants aussi en parallèle, on les accompagne et nous, on pense les contenus pédagogiques, c'est-à-dire qu'on se penche sur les programmes et on se dit, OK, on ne va pas juste faire du senso avec les enfants, c'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, là, les enseignants, ils ont quand même des obligations de répondre au programme, etc. Mais du coup, on va travailler le français. Peut-être que le français, la dictée, elle va être inspirée des observations qu'on aura faites le matin et on va réinvestir la fougère, le chêne, le gland, voilà, la sauterelle, voilà, et ça va être réintégré dans la dictée. On peut faire des mathématiques en faisant des fractions à partir des arbres qu'on voit. C'est ce qu'on faisait, par exemple, au coteau, où du coup, telle essence d'arbre est représentée sur combien d'autres espèces d'arbres, et ça fait une fraction. Voilà. Et c'est hyper intéressant. Et là, les enseignants, ils sont très demandeurs, parce qu'ils n'ont pas forcément cette formation-là. Voilà. Et hier, on avait 30 enseignants de l'école Matisse du quartier des Coteaux qui est venu faire sa réunion de rentrée chez nous. Et après, par groupe de 15, ils allaient faire une animation au moulin dehors et qui s'inspirent justement de leur pratique professionnelle, de leurs besoins qui est de travailler les maths, le français, etc., les sciences. Et ça, c'est vraiment une piste intéressante. On a une question. Oui. Est-ce que vous travaillez sur l'école primaire de Lidberg? Alors, c'est d'un Bouffu qui est du comité local des œuvres universitaires et scolaires. Ouais. Et une remarque par rapport à la responsabilité de la commune en cas d'accident sur des espaces ouverts au public, des parcs et jardins. Et en même temps, comme dit Madame Catherine Fessal-Simon, qui est adjointe au maire à Rélissan, on ne peut pas non plus parquer les enfants et il faut qu'ils courent. Oui. Alors, sur la question de la responsabilité, c'est vraiment un grand sujet là, qui est pris en compte, notamment dans les études. C'est-à-dire que depuis quelques années, on parle beaucoup de cette surprotection et puis on compare avec la Suisse et l'Allemagne et c'est très étonnant. Il y a vraiment quelque chose au niveau juridique qui est spécifiquement français et qui limite complètement les choses et qui angoisse énormément les professionnels. Alors, moi, j'ai une autre vie professionnelle avant, que je travaillais pour les services de l'État et je faisais, entre guillemets, une partie contrôle dans les accueils de loisirs. Et je peux vous dire qu'il y a aussi tout ce qu'on s'empêche de faire parce qu'on ne connaît pas bien la réglementation ou qu'on suppose que. Et moi, j'ai passé plus de temps, non pas à réprimer ou à interdire ou à limiter, mais plutôt à ouvrir et à dire, purée, mais rien ne vous interdit de… Voilà. C'est ceinture et bretelles. Ouais, et ça, c'est assez terrible. Et je sais que là, au niveau national, il y a quand même des travaux là, qui sont en train de se faire avec des assureurs, avec une réflexion sur les questions juridiques. Mais ça, c'est un vrai problème. Je peux apporter un témoignage sur les cours d'école parce que la cour d'école dans le village où je vis, à la Boutroie, il y a un espace gravillonné, il y a des marches avec des rochers. Et à ma connaissance, depuis que ça a été réalisé, il n'y a jamais eu d'accident. Enfin, voilà, il n'y a jamais de problème, en fait, de recours auprès du maire, comme quoi il n'a pas mis en place sur un espace sécurisé. Et donc, les jeux sont sur des gravillons, du concassé, c'est pas un sol très souple, comme on peut voir maintenant, complètement aseptisé. Et finalement, ça fonctionne très bien. Pour l'instant, il ne s'est rien passé, en tout cas, sur ces lieux-là, quoi. Donc finalement, ça amène aussi des textures différentes parce que je trouve que les aires de jeu deviennent vraiment aseptisées et peut-être parfois inintéressantes aussi pour les enfants parce qu'ils ne peuvent pas découvrir traficoter en fait dans l'herbe, traficoter dans la poussière, c'est aussi un apprentissage. D'ailleurs, je vais rebondir tout de suite parce qu'apparemment aussi, vous avez fait un espace comme ça pour les tout petits. Oui, pour les tout petits, oui, qu'on va inaugurer prochainement. Ouais, pareil, un espace petite enfance. Alors, c'est super intéressant parce que il y a eu un article, une journaliste, et on avait titré chez nous, les enfants ont le droit de se salir. Et j'ai eu, c'était vraiment trop mignon, ça faisait 6 mois, puis il y avait une grand-mère qui est venue me voir et qui m'a dit, vous pouvez pas savoir quand j'ai vu, elle est venue au moulin me voir pour me remercier, parce que elle s'était tendue avec sa belle-fille qui refusait que ses enfants soient sales, etc. etc. Et évidemment, on en a tous plein, s'il y a des professionnels ici, on a tous plein d'exemples
enfin, quand je vous dis le monde est aseptisé, c'est-à-dire qu'on a vraiment un phénomène de société où être un bon parent, c'est surprotéger son enfant, c'est faire en sorte qu'il soit toujours propre, nickel. Voilà. Et on oublie, et c'est là où il faut qu'on retravaille là-dessus, que en fait, gratter dans la terre, se salir, etc., c'est bon aussi pour son immunité, mais ça, tu l'avais déjà dit. Et que voilà, ça stimule plein de choses et qu'en fait, c'est plutôt un beau cadeau qu'on leur fait que l'inverse. Voilà. Mais pour ça, il y a un vrai boulot à faire, voilà, de rassurer aussi les parents et les professionnels. C'est pour ça qu'on agit beaucoup, nous, sur de la formation. Et cet espace petite enfance, c'est vraiment ça. Il y a une grande lutte. On a fait un accès à la petite rivière, le Gellerwäschlein, qui est à côté de chez nous. Et c'est sûr que quand nous, les enfants viennent passer une journée, mais ils sont juste à mettre dans la machine à laver, quoi. Mais c'est fou parce que cette lutte, elle était… les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Mais ils ont creusé, gratté la terre, fait des tunnels. Enfin bon, voilà, c'est vraiment quand même quelque chose, on voit bien un besoin physique voilà, très, très fort, quoi. Je vais juste peut-être répondre à une question du chat. Quel service de la ville commune d'Almeza est prêt à s'investir de plus de nature en ville, verdir les cours d'école, penser les sentiers verts pour aller à l'école, ou prendre le taxi des parents? Alors, les communes, certaines ont déjà concrètement mis en œuvre des projets où, par exemple, l'agence d'urbanisme les accompagne, hein, et c'est une tendance qui est assez lourde. On avait peu de projets dans ce sens il y a encore quelques années, et là on sent qu'il y a une bonne dynamique. Alors on peut citer des exemples, et c'est pas exhaustif, hein, c'est là où on travaille. On travaille actuellement sur Riedisheim, donc en force à celui binaire. À Lutterbach aussi, on a travaillé sur les cheminements piétons, vélo, à Nufer, ou encore il y a quelques années à Wittelsheim aussi. Oui, donc c'est une prise de conscience qui est quand même assez importante, et ça bouge, quoi. Alors, Monsieur Bouffet, du coup, souhaite prendre la parole. Allez-y. Oui, excusez-moi, c'était juste pour préciser ma question sur l'école de Lilleberg, parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans l'une de nos résidences du bas du campus, nous avons une maison complète de compagnons du devoir qui est intégrée et qui comporte une dizaine d'aspirants compagnons jardiniers paysagistes. Et avec eux, on fait de la conception de jardin pour se réemparer de nos espaces pelouses. Et ces espaces, on a la volonté de l'ouvrir au quartier. Et donc, les conceptions, elles sont faites en mode co-design, c'est-à-dire qu'on intègre les étudiants, les compagnons, mais aussi des gens du quartier qu'on invite pour participer à l'élaboration, et la mise en œuvre est faite par les compagnons ensuite. Aujourd'hui, ces jardins, ils existent déjà, mais ils sont assez méconnus. Ils sont un peu dans l'esprit de ce que vous avez montré tout à l'heure à Nancy. Or, les écoles et le collège du Bel-Air, voire le lycée, ils sont juste à proximité. Si ce sont des espaces que vous voulez venir voir ou investir ou donner des avis, on a planté du fruitier, on a du potager partagé, enfin, ça part un peu dans tous les sens. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu patchwork, mais on est en train de tenter de comment dire, d'avoir quelque chose qui soit un peu plus structuré, et on aimerait l'établir sur le long terme. Alors donc on cherche du conseil, on cherche des gens qui souhaitent s'investir aussi au sein du quartier pour qu'on ait des acteurs qui vont contribuer au bien-être des jeunes qui sont sous notre responsabilité. Et bien sûr, pour ne pas faire quelque chose qui soit complètement un univers naturel, on a aussi mis un city-stade qui va bien pour qu'on ait un mélange des publics. Donc voilà, si cet espace, vous voulez aller le voir, je vous y invite. Et puis, si vous voulez nous donner du conseil par rapport à ce qu'on a imaginé, on est preneur. D'où ma participation ce matin. Et comme vous évoquez plein d'exemples qui ne sont pas très loin de la philosophie de ce qu'on est en train d'élaborer, je pense que je suis au bon endroit. Super. Enfin, en tout cas, moi, je prends l'invitation avec plaisir. Peut-être je vous donne mon mail. Enfin, je peux le donner, comme ça tout le monde l'a. C'est très simple. Véronique @lemoulinnature.fr. Et juste, je voulais rebondir sur le jardin et sur un exemple aussi de la friche. En fait, à Vaughan-des-Pères, il y a un quartier, c'est un peu un no man's land parce qu'il est il n'y a pas beaucoup d'associations. Et puis, il y avait un gros projet de renouvellement urbain et notamment d'arrivée de jardin. Et il y a une friche qui est en gestion d'attente. Et ça, c'est super intéressant, ces terrains en gestion d'attente dans les communes.
Et du coup, on l'investit et on est un peu dans l'esprit des terrains d'aventure des années 80. Alors moi, j'ai retrouvé des images d'archives. Si ça vous intéresse, je pourrais vous les passer, mais c'est juste génial, quoi. On voit des animateurs socioculturels avec des gamins, mais ça va de 4 ans à 17, avec des scies, des marteaux, des perceuses. Mais juste, c'est impossible d'imaginer ça aujourd'hui. Voilà. Et qui faisaient des caisses à savon, et ça cloue, et ça fabrique des cabanes, etc. Et on est un peu dans cet esprit-là, et du coup, ça pose évidemment la question de la sécurité, de la responsabilité, etc. Et ce que je voulais dire, c'est que quand même, on sent, enfin, en tout cas, nous, avec la ville de Mulhouse qui nous a confié, du coup, cet espace-là, qu'on co-investit avec plein d'autres associations, on sent aussi une envie d'expérimenter. Voilà. Et moi, je m'étais noté quelques points de méthodo pour réussir des projets qui me semblent, voilà, avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est quand même aussi cette agilité-là. C'est-à-dire que si on veut porter des projets, c'est ce que disait aussi M. Bouffet, c'est-à-dire qu'on est dans des patchworks, on essaie des trucs, le public va bouger, on voit bien dans les jardins partagés, ben, voilà, il y a un groupe qui le constitue, qui l'investit, qui va y donner une touche, et puis 10 ans plus tard, ben, ça va bouger, et puis des fois ça s'effondre, et puis il faut que ça reparte. Et je crois que l'agilité, c'est-à-dire de sortir des conceptions toutes faites ou un jardin partagé, c'est ça la définition. En fait, moi aujourd'hui, là ça fait 2 ans que je me pose la question, je n'ai pas de définition du jardin partagé. Voilà. Et en fait, la définition, elle se fait avec les habitants qui l'investissent. Il y a des gens, ils ne sont pas du tout capables de partager un espace, voilà, de partager des plants de tomates. C'est trop compliqué quand on galère dans plein d'endroits dans sa vie. Devoir encore partager un espace et se dire ouais, pas de souci, tu manges la tomate que j'ai plantée, c'est bon, ça me fait plaisir. C'est pas toujours évident. Voilà, des fois, il faut peut-être marquer les espaces, c'est important parce que voilà, mais peut-être qu'on peut partager les outils. Enfin, c'est vraiment plein de choses à imaginer. Et ce que j'ai noté, moi je me suis noté 4 points pour réussir des projets. Je ne sais pas si c'est Oui, alors, en échange. Et moi, il y a une question en direct pour le chat. Ouais, Qu'est-ce qu'une friche en gestion d'attente? C'est vrai que oui. ça peut. Eh ben, en fait, c'est des terrains qui potentiellement peuvent être pris dans, je ne connais pas trop les termes techniques, mais qui peuvent être du coup construits, achetés par des promoteurs immobiliers. Et donc, c'est des terrains qui sont mis en attente. Est-ce que potentiellement, ils pourraient basculer, sortir du PLU et devenir un jardin? Peut-être, voilà, c'est possible. Et du coup, L'usage peut effectivement voilà, l'usage peut changer. Et ben nous, par exemple, on a investi cette friche, ça fait 3 ans. Ça y est, là, on a construit une grande cabane en paille. Les gamins, voilà, peut-être que Madame la maire est déjà venue visiter 2-3 fois. J'en sais rien, je me dis que si les habitants investissent à fond, qu'il y a quelque chose qui se passe, peut-être qu'on peut gagner ce terrain, quoi. Voilà, on peut peut-être le gagner. Mais il faut aussi qu'on accepte, et moi c'est ce que je dis à mes équipes, qu'on accepte parce que le cadre est clair que peut-être dans 2 ans, ça devient un terrain pour un immeuble. D'accord. Et c'est un terrain communal. Enfin, Oui, de la ville. Voilà. C'est rue Buller, si vous voulez venir voir, on y fait des fêtes, on accueille les enfants, on fait plein de c'est à côté de la nouvelle opération. Oui, c'est ça. De jardin. Les bâtiments, je vis. Oui. C'est avec les rideaux métalliques. Oui, c'est ça. Voilà, ça va dans tu trouves. Oui. C'est rue Buller. En tout cas, c'est les BUHLER. Mais c'est sûr que par rapport à la question que vous posiez, la question de la transversalité, des approches transversales et de la multiplicité des services dans une commune comme Mulhouse, par exemple, c'est-à-dire qu'on voit bien, on a parlé d'éducation, on parle d'urbanisme, on peut parler de politique de la ville, enfin, on peut parler de plein de choses, on peut parler de santé, on peut parler, voilà, et c'est une approche assez transversale en fait. Voilà, et moi je trouve que ça c'est intéressant, on peut parler culture aussi. Et pour faire le lien, on ne va pas conclure tout de suite, mais en tout cas avec la prochaine matinale, c'était aussi d'avoir la renaturation, mais pas nécessairement la naturation avec des espèces très cultivées, mais peut-être aussi laisser libre cours aussi à une végétation plus libre, ce qu'on appelle maintenant l'ensauvagement, et c'est aussi un élément d'acceptabilité en fait des riverains ou même des personnes qui déambulent en fait dans ces secteurs-là, de se dire on a des herbes un peu folles. Donc c'est voilà, les 4 points. Les 4 points. Ouais, voilà.
Non, voilà, c'est ce que. Non, mais parce qu'hier, je me suis dit, et quand même, j'ai le sentiment qu'il y a. Voilà, je parlais du réseau et de la transversalité. C'est-à-dire le réseau vraiment entre les services, c'est-à-dire que faire le lien entre les services, nous, par exemple, sur cette friche, il faut qu'on bosse avec les espaces verts, il faut qu'on bosse avec le service des eaux, on travaille avec l'urbanisme, on travaille avec la politique de la ville, avec le service éducation. Enfin, ça, c'est super important et c'est pas toujours simple. Voilà. Et je me rends compte que quand il y a des opérateurs comme ça qui arrivent à faire le lien entre les différents services, ça marche tellement, tellement plus vite et tellement mieux. Et aussi des alliances avec des porteurs associatifs. Nous, on investit par exemple cet espace-là, on n'est pas tout seul. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour Monsieur Bouffel avec les compagnons, mais nous, on se rend compte que si on était tout seul à porter ce lieu-là, ça serait quand même hyper lourd. Mais le fait qu'on ait, et notamment par exemple sur l'été, on a la ludothèque qui vient, on a la PSM, enfin on a une multiplicité d'associations, on a un programme commun. Du coup, on est présent assez régulièrement et on peut faire ce travail-là de médiation, d'éducation. Tu parlais d'ensauvagement. À partir du moment où il y a des gens qui expliquent et qui font des choses très ludiques, très sympas, je ne sais pas si vous connaissez ce principe aussi d'écrire à l'attrait le nom des plantes, des fleurs qu'on trouve dans la rue, etc. C'est une manière de sensibiliser, de dire bah ouais, c'est intéressant en fait, il faut la laisser pousser cette plante au lieu de l'arracher. Donc l'alliance aussi avec les porteurs associatifs, c'est super important. Voilà, enfin, ça c'est mon premier point, avec cette idée d'agilité. Voilà. Mon deuxième point, c'était accepter le temps de la construction de ces projets-là, qui est souvent hyper long et qui est souvent des temps multiples, c'est-à-dire le temps pour une association comme la nôtre qui veut aller souvent vite. Il y a des appels à projets, on a des réponses qui prennent du temps, il faut avoir de la trésorerie. Enfin, voilà. Prendre ce temps-là de la construction avec le temps de rêver, de rechercher des fonds, de s'inspirer d'autres expériences ailleurs, de faire ce lobby auprès des élus dont j'ai parlé, et surtout de faire monter en compétence sur le territoire et les gens de sa propre structure et les techniciens aussi des villes. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que prendre en compte la question de la nature en ville, c'est bien pour nous tous aussi une autre manière peut-être de penser la ville, et on voit bien qu'il y aura tellement de sujets de formation ou de déploiement un peu plus techniques, un peu plus pointus. Voilà. Et moi, en interne, je voulais témoigner de ça. Quand je suis arrivée en parlant de la petite enfance et de l'éducation à la nature, moi, ça a été très dur au début. Ils faisaient de la résistance à moi en disant, mais nous, l'éducation à la nature, avec des petits, ça n'a aucun sens. Voilà. Mais sauf que éduquer à la nature, c'est parfait quand on commence avec des tout petits, parce que les parents, c'est le moment où ils pensent bien-être, planète, santé, alimentation, etc. Donc, c'est un super moment. Et aujourd'hui, vous parleriez avec mon équipe, il n'y en a pas un qui remettrait ça en question. Mais il a fallu mettre en place des modules de formation, rencontrer d'autres opérateurs, voir d'autres expériences. Et ce temps-là, il est vraiment important. Mon troisième point, c'était bien poser le cadre. Je reprends l'exemple de Lutterbach-Fachstadt en transition. Retravailler avec les élus, dire non, mais là, ce n'est pas le temps des décisions et de qu'est-ce qu'on va faire. Si on veut que ce soit participatif, il faut qu'on laisse le temps d'aller vers les gens et de leur demander ce qui les intéresse, quels sont leurs usages des espaces de nature, qu'est-ce qu'ils en attendent, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, même si on sait bien qu'il y a des choses qui vont sortir, que les jardins, ça va ressortir, que les parcs de jeux, ça va sortir, des espaces pour faire du vélo, ça va ressortir. Mais c'est vraiment important aussi d'avoir quand je dis ce cadre-là, c'est-à-dire d'être clair avec les objectifs qu'on se fixe et la place qu'on laisse aux autres dans le projet. Et l'écoute aussi, en fait. Tout à fait. Voilà. Et la valorisation aussi de ce qui existe. Par exemple, nous, sur Lutterbach-Fachstadt en transition, quand on dit qu'on fait un état des lieux, l'état des lieux, c'est aussi valoriser tous les acteurs et toutes les assos et tous ceux qui font déjà plein de choses. Et souvent, quand on dit « allez, on y va, on va faire des trucs super », on fait comme s'il n'y avait rien. En fait. Or, il y a toujours plein de choses à valoriser. Voilà. Et ces gens-là, quand ils sont valorisés, c'est aussi les futurs bénévoles ou les futurs porteurs de projets. Voilà. Et puis mon point 4, c'est le droit de changer, de réorienter. Mais qui pose la question de la solidarité entre acteurs. Et là, je parle solidarité entre acteurs, c'est les financeurs, les opérateurs, C'est-à-dire, si on expérimente, on a le droit aussi de se tromper. Et quand on se trompe, ou quand on se dit, parce que ça ne veut rien dire se tromper, mais de réorienter,
C'est sûr que si un acteur associatif il se sent lâché parce que voilà, pendant 6 mois il a essayé un truc, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou peut-être que les besoins des habitants, c'est pas celui-là, et ben c'est super important aussi qu'il y ait voilà, cette solidarité-là qui permette de saisir les opportunités et de bichonner les opérateurs, quoi. Pour moi, quand on fait ça, on les rend plus créatifs. Voilà, que si on les met sous pression, sous tension, avec des financements un peu au compte-gouttes, et où ben, on a l'impression qu'on ne peut pas du coup se planter, il faut absolument faire le truc qu'on a dit, on avait dit qu'on fixerait 4 objectifs, on l'a pensé il y a 1 an, mais en fait quand on est sur le terrain, des fois on se rend compte qu'il faut les réorienter ces objectifs. Mais quand on peut parler tranquillement avec le financeur et dire attendez, en fait je crois que là, et que c'est super, et qu'il y a une relation comme ça d'évaluation permanente et qui est intégrée dans le cahier des charges du financeur, c'est tellement plus créatif. Voilà ce que je voulais dire. Bon. C'est très très bien. Ouais. Merci. Donc, il est déjà 9h. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Encore? Merci.